J'ai toujours été intrigué par la relativité découverte par Albert Einstein. Elle m'a toujours fasciné par sa complexité, par son audace, et surtout parce que, bien qu'elle ait été prouvée un très grand nombre de fois, je n'en trouvais jamais d'explication simple et abordable, intuitive. J'ai donc acheté un petit livre intitulé tout simplement La relativité, écrit par le même Albert Einstein, ou par un de ses amis, signé par lui plutôt, et publié en France à la petite bibliothèque Payot. Il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation, écrit en langage simple, et qui ne demande pas une culture mathématique trop avancée, ce qui correspond tout à fait à mon cas. Je l'ai lu et relu, re-relu un certain nombre de fois, en m'attachant surtout au raisonnement qui me semblait mériter un examen plus approfondi de ma part. Je ne vais pas reprendre ici toute la démonstration exposée par Einstein dans ce livre, je conseille simplement au lecteur de faire cette lecture lui-même, jusqu'à arriver au problème qui me préoccupe et qui se trouve au chapitre 9, page 41, intitulé « Relativité de la simultanéité ». Mais je vais quand même le décrire brièvement de la façon suivante. Je vais enlever mon livre et mettre un petit texte que j'avais rédigé parce que c'est plus clair comme ça. Et ça fait des figures qui sont quand même plus correctes que quand je les fais à la main. Vous verrez que tout à l'heure, que quand je ferai les choses à la main, je ne suis pas un grand dessinateur. Alors, Einstein partait de ce dessin. Il considérait un talus sur lequel circule un train. Le train circule donc ici. Le train circule à la vitesse v. Alors, nous avons un point A qui est au départ du train et un point B qui est en avant du train. Alors, on détermine un point M qui est situé sur le talus à distance égale de A et de B, donc en plein milieu. Et sur le train également, nous déterminons un point M', et nous allons déclencher des éclairs lumineux, en A et en B, parfaitement simultanés, exactement au même moment. Alors il est évident que puisque les éclairs sont simultanés en A et en B, sur le point M qui est équidistant des deux, les deux éclairs arriveront en même temps. Et nous avons notre train qui circule sur la voie à la vitesse v, sur lequel il y a un point M', et la question qui se pose pour Einstein est la suivante. Que se passe-t-il pour M'? Quand reçoit-il les éclairs de A et de B en même temps, pas en même temps, et tout ça par rapport à M? Et il en conclut que puisque le train se déplace de A vers B, le point M' recevra l'éclair de B avant celui de A. Et c'est là qu'il a eu une réflexion qu'il a d'ailleurs qualifiée de saut, un saut intellectuel. Il s'est dit, mais c'est tout simplement que le temps en M n'est pas le même qu'en M'. Tout simplement à cause de la vitesse. Le temps est donc relatif pour lui à la vitesse entre M' et M. Voilà, c'est très schématique, c'est très rapide, mais c'est le principe de sa réflexion. Et alors moi j'ai regardé ça, je me suis dit oui c'est pas mal, j'ai vu les calculs mathématiques ensuite, j'ai appris bien sûr que tout ça avait été démontré expérimentalement, et j'ai appris surtout que ça résolvait un grand nombre de problèmes en électromagnétisme qu'on ne pouvait pas résoudre autrement qu'avec la relativité restreinte, ce qui semble prouver qu'elle est vraie, mais je me suis posé une question, qui est la suivante, qui est toute bête, qui me ressemble. Supposons qu'au lieu de lancer des éclairs en A et en B, nous émettions des signaux sonores, un top par exemple. Le raisonnement va être le même. M, qui est à mi-chemin entre A et B, percevra le top en même temps, les deux tops en même temps. Et M' qui est sur le train qui se déplace, eh bien le problème est le même. Le problème est le même. Alors, comment ça se fait cette histoire-là? Nous avons donc une réalité qui est la même, et on peut même la compliquer. On peut dire qu'en A et en B, on ne va pas lancer des éclairs simplement, on va faire des explosions. L'explosion enverra donc un signal lumineux, de A et de B, et également un signal sonore, de A et de B, le tout étant parfaitement synchronisé. Donc M sur le talus percevra
les explosions et les éclairs des explosions en même temps, alors le son des explosions en même temps, les éclairs des explosions en même temps, mais le son et la lumière pas en même temps, puisque la lumière ne se déplace pas à la même vitesse que le son. Et M', le problème est le même. Donc si nous arrivons à trouver la relation mathématique qui fait que le temps est relatif entre M' et M, et nous verrons tout à l'heure qu'elle a été trouvée, c'est la transformation de Lorentz, nous aurons deux réalités, nous aurons deux temps, mais qui ne seront pas les mêmes, puisque la vitesse du son et la vitesse de la lumière ne sont pas les mêmes. Et pourtant, nous aurons le même talus, le même train, le même observateur en M, le même observateur en M', toutes les coordonnées seront exactement les mêmes, et nous aurons un temps qui sera différent. Voilà pourquoi j'ai parlé d'erreur d'Einstein, parce que quand même ça pose problème. Et la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, alors première conclusion intuitive, c'est que le problème vient du vecteur de l'information. C'est-à-dire que les éclairs ou les explosions sont en fait des informations qui sont perçues en M et en M', mais avec des vecteurs différents qui sont soit la lumière, soit le son. Et donc ça laisse entendre que le temps de M' et de celui de M sont différents, mais ils sont différents en fonction du vecteur qui porte l'information, c'est-à-dire en fonction de la lumière ou du son. Et voilà pourquoi je me suis permis de parler d'erreur d'Einstein. C'est un peu provocateur, c'est racoleur en fait, hein. C'est pour qu'on regarde un petit peu ma vidéo, mais quand même il y a une réalité là derrière. Alors je vous propose maintenant de passer aux mathématiques, puisque là nous avons philosophé, comme Einstein philosophait d'ailleurs pour trouver la relativité. Mais tout ça a ensuite été étayé par des mathématiques, par des formules, donc par la transformation de Lorentz, et c'est à cela que nous allons passer. Je vous rassure tout de suite, mon objectif n'est pas de faire un cours de mathématiques. Il est simplement d'exposer mon idée, mon opinion sur la relativité, parce que c'est quand même différent de ce qu'on dit généralement, et de le prouver. Alors, si je veux démontrer la transformation de Lorentz, c'est parce que, à un moment, ce que je dis va devenir évident. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Niveau mathématique de terminale est suffisant, mais enfin, c'est quelquefois un petit peu ardu. Mais regardez quand même le début, et reprenez ensuite à la fin pour les conclusions, si ça vous intéresse. Alors, on est parti pour voir de quoi il s'agissait, d'axes orthonormés. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait un talus et un train. Les deux constituant ce qu'on appelle maintenant des référentiels. Parce qu'ils sont différents. Ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Un mouvement galiléen pour être précis. Pour représenter tout cela de façon graphique, le mieux c'est encore les axes orthonormés. Alors il y a donc deux axes. Un ici. Enfin deux plans. Le référentiel désigné K, avec ici l'axe des X, l'axe du temps, et puis ici j'ai mis l'axe des Y, parce qu'on pourrait mettre aussi l'axe des Y et l'axe des Z, mais on va considérer, pour simplifier les choses, que Y et Z sont égaux à 0. Après tout, on n'est pas obligé de se déplacer en tout l'espace. Se déplacer dans un plan situé dans l'espace nous suffira pour faire notre raisonnement, et puis ça sera beaucoup plus simple. Si on veut compliquer, on pourra toujours compliquer après. Nous avons donc deux repères orthonormés, un intitulé K, qui correspond au premier référentiel, et un autre appelé K', qui correspond au deuxième référentiel. Si vous préférez, voici le talus, voici le train. Le train est en mouvement, ou le référentiel K' est en mouvement, à la vitesse petit v. Et là-dessus, nous avons notre observateur qui se situe sur un point qui est désigné X dans le référentiel de K, et qui est désigné X' dans le référentiel de K'. Alors, et vous allez voir que c'est là qu'on comprend tout de suite. Lorentz a commencé par poser l'égalité suivante. Il a dit, si nous avons un rayon lumineux qui traverse le premier référentiel, et également le deuxième, puisqu'ils sont alignés tous les deux, en partant de en amont de K,
pour le long de l'axe des x, et donc le long de l'axe des x', eh bien pour déterminer x, nous pouvons dire que x est égal à x, c'est-à-dire cette distance, mais qu'il est égal aussi à ct, c'est-à-dire la multiplication de la vitesse de la lumière par le temps qu'il faut à la lumière pour arriver là. Et nous allons donc définir ainsi la grandeur t, le temps. Et là, on voit bien que la lumière est indispensable. Il faut un rayon de lumière qui traverse l'ensemble de notre processus de cette façon-là. Et c'est ce qui me permet de dire que si c'était une onde sonore, eh bien ça serait exactement pareil. Alors, nous posons donc x égale ct. Et nous pouvons poser aussi également que x moins ct égale 0. Alors c'est tout simple. De la même façon, sur l'axe des x', nous pouvons dire que x' égale ct', et donc que x' moins ct' égale 0. Et nous pouvons donc écrire que x' moins ct' égale x moins ct, puisqu'ils sont tous les deux égaux à 0. Mais nous allons quand même mettre ici une constante qu'on appelle lambda, qui permettra quand même qui nous servira par la suite, et qui permet d'avoir une égalité vraiment plus parfaite. Ensuite, Lorentz a considéré que le cas inverse, c'est-à-dire le cas où x ne serait pas positif, mais serait négatif. Parce qu'après tout, on peut le placer à n'importe quel endroit de l'axe des x. Il est évident que si x se trouve négatif, x' sera négatif aussi. Et nous en tirons une deuxième égalité qui est que x égale cette fois-ci moins ct. Moins puisque x est négatif. Et également x' égale moins ct'. Et nous refaisons ensuite la même égalité, x' plus ct' égale x plus ct, avec une constante mais qui ne sera pas la même, qui cette fois-ci sera mu. Et ensuite nous additionnons, je vais remonter un petit peu ma feuille, voilà. Ensuite nous additionnons ces deux égalités, ce qui nous donne x moins ct' plus x' plus ct' égale lambda facteur de x moins ct plus mu facteur de x plus ct. Ensuite c'est tout simple, ça fait 2x' égale lambda x moins lambda ct plus mu x plus mu ct. Depuis 2x' égale x facteur de lambda plus mu plus ct facteur de mu moins lambda. Et là, Lorentz a une idée astucieuse. Il s'est dit on va inventer deux nouvelles constantes qu'on appellera a et b. A étant égal à lambda plus mu sur 2, c'est-à-dire lambda plus mu divisé par 2, et b étant égal à lambda moins mu divisé par 2, c'est-à-dire l'inverse de celle-ci, divisé par 2. Et à ce moment-là, on obtient l'égalité x' égale à x moins bct. Ensuite, il a dit, on a additionné ces deux égalités, maintenant on va les retrancher. Alors voilà, vous avez le calcul. Bon, je ne vais pas le refaire parce que c'est très simple et puis c'est élémentaire ça. Et nous arrivons ici à la deuxième égalité qui est ct' égale act moins bx. Ces deux égalités sont très importantes, elles sont à la base du calcul. Et ensuite, nous allons passer au développement de tout ça. Alors il faut d'abord que je remette cette feuille ici. Voilà la deuxième feuille, plus exactement. Voilà. Alors, ensuite, parce que je rappelle, parce que ça finit par se perdre un petit peu dans tout ce fatras, nous sommes toujours en train d'étudier le déplacement du référentiel K' par rapport au référentiel K, c'est-à-dire du train par rapport au talus, avec notre observateur qui tantôt est en X et tantôt est en X', sachant que c'est le même, mais nous cherchons à savoir quelles sont les relations entre les deux. Alors, nous allons dire d'abord que sur K', si on définit K' sur l'axe des X', eh bien K' est égal à 0. Alors nous allons en tirer l'équation suivante, en repartant d'ici X' égale à X moins bct, nous en tirons l'égalité AX moins BCT égale 0. Ce qui nous donne que X égale BC sur A. Or, le K' se déplace par rapport à K à la vitesse V. Donc la vitesse V est égale à X divisé par T.
puisque c'est l'emplacement de x de notre observateur. Alors, si nous avons v égale x sur t, comme t est égal à bc sur a, nous pouvons remplacer t par cette équation, x par cette équation que nous avons trouvée là, ce qui nous donne que v est égal à bc sur a, facteur de t multiplié par 1 sur t, et ça nous donne donc v égale à bc sur a. À mettre dans un petit coin de la mémoire, nous le retrouverons tout à l'heure. Vous voyez que c'est une mathématique simple, mais c'est bien compliqué. Ensuite, nous partons d'une autre hypothèse qui est pour t égale 0. Qu'est-ce qui se passe quand t égale 0? Eh bien, dans notre équation x' égale à x moins bct, si t égale 0, nous avons x' égale à x. Et ce qui veut donc dire que x égale x' sur a. Et alors, nous allons voir ça en étudiant la position de deux points, qui sont l'un sur l'axe des x' et l'autre sur l'axe des x. Et nous allons envisager deux points qui sont séparés par une distance égale à x' moins 1. C'est-à-dire x', cette distance-là, moins 1, dont on retranche 1. Et nous allons voir ces deux points, par quoi seront-ils séparés sur l'axe des x? Eh bien, tout simplement, nous avons donc la distance est égale à x' moins 1, comme x est égal à x' sur a, x sera égal à x', moins x' moins 1, l'autre point, sur a, et tout ça sur a. Ça sera donc égal à 1 sur a. Donc la distance entre ces deux points sera égale à 1 sur a. Ensuite, nous prenons l'hypothèse t' égale 0 avec la formule que nous avons ici, c'est-à-dire x' égale à x moins bct. Cela nous donne act égale bx, ce qui implique que t égale bx sur ac. Et si nous reprenons encore notre formule x' égale à x moins bct, et que nous remplaçons t par bx sur ac, nous arrivons à ceci, x' égale à x moins bc multiplié par bx sur ac. Puis nous développons tout ça. Alors je vais déplacer un peu ma feuille pour que ça soit clair. Voilà. Donc x' égale à x moins. Alors nous avons ici défini que v égale bc. Non oui, mais non, je ne suis pas là. J'ai trop déplacé ma feuille. Voilà. Nous avons ici trouvé que v égale bc sur a. Donc ici, nous allons remplacer BC, ici, BC sur A, nous allons le remplacer par V. Et il nous reste x' égale à x moins V multiplié par BX sur C. Ensuite, nous multiplions les deux facteurs de cette, nous mettons dans cette fraction AC et en multiplicateur au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne x' égale à x moins v multiplié par bx sur c, bx ac sur c ac. Puis, nous reprenons encore notre formule v égale bc sur a, et nous vous remplaçons bc sur a par v. Ce qui nous donne ax moins x' égale ax moins v, que nous avions ici, plus v qui vient de bc sur a, et multiplié par a, qui reste ici, x sur c2. Ce qui nous donne x' égale ax moins v2 xa sur c2. Et qui nous donne donc x' égale a, facteur de 1 moins V2 sur C2, facteur de x. Or, nous avons delta x égale delta x'. Or, delta x, nous l'avons calculé tout à l'heure, c'était 1 sur A. Nous avons donc 1 sur A égale A facteur de 1 moins V2 sur C2. Ce qui nous donne donc A égale 1 sur A
facteur de 1 moins V2 sur C2, où A2 égale 1 sur 1 moins V2 sur C2, où A égale racine de 1 moins V2 sur C2. Et nous continuons à développer notre équation. Nous arrivons ici. Nous reprenons notre formule x' égale à x moins bct, en remplaçant a par sa valeur, c'est-à-dire donc, ça nous donne donc au lieu de ax, x facteur de racine de 1 sur 1 moins v2 sur c2. Et alors ensuite, ici dans bct, nous allons utiliser le fait que v égale bx sur a, et le fait que b égale à v sur c. Et ça nous donne donc ici, à la place de tout ceci, ct multiplié par v sur c, facteur de racine de 1 sur 1 moins v2 sur c2. Puis, tout cela est égal, donc, notre forme x' est égale à x facteur de racine de 1 sur 1 moins v2 sur c2, moins vt, racine de 1 sur 1 moins v2 sur c2. Donc x' est égal à x moins vt, facteur de racine de 1 moins v2 sur c2, et c'est donc égal à x moins vt sur racine de 1 moins v2 sur c2. Et nous avons trouvé la correspondance entre x' et x. Et nous allons faire opérer de la même façon pour t', pour savoir à quoi t' est égal, puisque nous avions notre formule de départ, ct' égale à x égale à ct moins bx. Donc nous la reprenons. Nous en concluons que t' égale at moins bx sur c. Puis t' égale t, puisque nous remplaçons encore la valeur de x, racine de 2,1 sur 1 moins v2 sur c2, moins av sur c multiplié par x sur c. Puisque nous avons toujours notre fameuse formule où nous remplaçons t par, alors je finis par me perdre un petit peu, t on avait tout à l'heure, alors il y a bc sur a, je me souviens plus. Oui, nous remplaçons b par av sur c. C'est la formule que nous avions tout à l'heure, v égale bc sur a, qui est transformée. Et ça nous donne donc ceci, c'est-à-dire moins av sur c multiplié par x sur c. t' égale donc t, racine de 1 sur 1 moins v2 sur c2, moins xv sur c2, racine de 1 sur 1 moins v2 sur c2, puisque nous avons remplacé a par sa valeur. Et nous arrivons donc à la formule qui est t' égale t moins v sur c2x sur racine de 1 moins v2 sur c2. Et par ce calcul mathématique, Lorentz, par sa transformation, Lorentz a donc trouvé à quoi correspondait la valeur de x' ou la valeur de t' sur le référentiel k' par rapport à la valeur de x et de t sur le référentiel k. Vous voyez que dans tout ce qui s'est passé, c'est assez compliqué comme calcul, mais bon, c'est rigoureux, il n'y a absolument aucune contestation là-dessus. Mais on peut à chaque fois remplacer c, vitesse de la lumière, par c, vitesse du son. Voire même, si on veut faire un petit peu d'humour, par la vitesse d'un pigeon voyageur. Cette formule, ma façon de penser, c'est la façon de penser que je vous ai exposée là, paraît contredit la pensée d'Einstein, mais il faut bien remarquer que les calculs restent les mêmes, du moins jusqu'à présent. Nous verrons par la suite que certains calculs seront modifiés, mais les calculs restent les mêmes. Donc, ce qui est différent, c'est simplement la façon de concevoir les choses. Einstein disait « le temps est relatif en fonction de la vitesse ». Donc pour lui, t' était différent de t à cause de la vitesse, c'est le temps qui était différent. Et moi je vous dis, le temps et les distances restent les mêmes, mais c'est la façon dont on les perçoit depuis k qui est différente. C'est la façon dont on les voit qui n'est pas la même, parce que la transformation de Lorentz est en fait la formule qui permet de calculer
les distances et les temps dans un autre référentiel, tels que nous les voyons, tels que nous pouvons les mesurer avec les appareils qui sont les nôtres et avec le moyen de communication que nous utilisons. Si nous utilisons la lumière ou le radar, nous aurons la vitesse de la lumière. Si nous utilisons un sonar, par exemple, ou un appareil ultrason, nous aurons la vitesse du son. Donc ce que j'explique n'est absolument pas, contredit par les réalités et par les mesures qui ont pu être faites, du moins jusqu'à présent. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Je vais donc faire d'autres vidéos. J'en publierai une le 20 de chaque mois. Et la prochaine sera consacrée à justement un des points sombres de la théorie d'Einstein, qui est le paradoxe des jumeaux. À bientôt.